Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous, ici Robert Comeau, historien à la Société historique de Montréal. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à nos studios l'historienne Wuxi Liu, qui est professeure à l'Université de Shanghai Tech en Chine, de la République populaire de Chine, qui est actuellement de passage à Montréal. Bonjour, Madame Liu. Bonjour Robert. On va donc profiter de votre passage à Montréal pour présenter votre ouvrage qui a pour titre Les relations Québec-Chine à l'heure de la Révolution tranquille et ça a été publié aux presses de l'Université de Montréal en 2022. C'est le résultat d'un doctorat qui a été fait à l'UQAM et aussi en co-tutelle avec Angers, je crois, Oui. en 2019. Alors, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous êtes venu effectuer une recherche à Montréal, directement de Chine? D'accord, merci pour la première question. Comme ce que tu as dit tout à l'heure, je travaille maintenant à Shanghai. Et puis, je suis ici à Montréal pour 2 semaines, cette fois-ci, pour avancer dans un projet de recherche en rapport avec le Québec. Et c'est un projet de livre, donc j'ai bien avancé. On peut savoir le sujet ou... Je travaille un peu sur les médecines alternatives et complémentaires au Québec, dont la médecine chinoise. Oh, c'est fort intéressant. Donc, vous allez sans doute avoir l'occasion de revenir nous visiter. J'espère. Donc, avant d'aborder votre ouvrage sur les relations Québec-Chine, pouvez-vous nous décrire votre parcours de votre formation comme historienne? D'accord. Ça a commencé en Europe? Non, en fait, j'ai commencé en Chine. J'ai fait mon bac d'histoire pendant 4 ans en Chine, dans une université située à Tianjin. C'est une ville à côté de la capitale, c'est-à-dire à côté de Pékin. Et puis, durant ma dernière année du bac, j'ai eu quelques mois pour faire ce que je voulais faire. Donc, j'ai décidé d'apprendre le français. Et durant mon master, je l'ai fait en Chine aussi, j'ai eu l'occasion de participer à un programme d'échange avec Pays de la Loire en France. Donc, j'ai passé un an en France à donner des cours de chinois à l'Université catholique de l'Ouest, basée à Angers. Ah bon? Et oui, c'est ça. C'était pendant cette période-là que j'ai décidé de rester en France pour mes études doctorales. Et finalement, durant ma première année de doctorat, mon directeur de thèse français m'a dit « Bon, je pense que vous connaissez assez bien la France, là, je vais vous envoyer ailleurs. On pourrait faire une thèse en co-tutelle avec une université québécoise parce que la France et le Québec, on a pas mal de liens de collaboration. » Et ainsi, je suis arrivée à Montréal en 2015. Au début, j'ai prévu juste 1 an, mais finalement, je suis restée ici jusqu'à 2019, jusqu'à la fin de mon doctorat, parce que finalement, j'ai décidé de me concentrer sur une période assez particulière et assez mouvementée de l'histoire du Québec. Donc, vous avez eu le doctorat donc, en 2019. Ouais. Et après, vous êtes allé enseigner en Chine. Pouvez-vous... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, racontez-nous le parcours. Parce que comme je travaillais sur l'histoire des relations internationales, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'observe sur le terrain comment s'organisent les relations internationales, toutes les négociations, etc. Et donc, j'ai décidé de travailler pendant 1 an dans une organisation gouvernementale internationale, basée à Genève. Je travaillais comme agente à l'UNESCO, bureau de Genève, à l'UNESCO, pendant 1 an. Et puis, en 2020, j'ai décidé de rentrer en Chine parce que j'ai eu une offre d'emploi très intéressante. Donc, j'ai décidé de rentrer pour travailler là-bas. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'université où vous travaillez actuellement? Oui, j'aimerais bien parce que c'est vraiment une université toute petite même pour les Chinois, même pour les Occidentaux, je pense. Parce que chaque promotion a juste environ 500 étudiants, ce qui est très peu comparé aux universités dites traditionnelles chinoises. Donc, on a été fondé seulement en 2013, donc il y a 10 ans. Donc, c'est très jeune, mais on se veut international, de petite taille et de haut niveau. Et plus que 85% de professeurs ont vécu ailleurs, surtout aux États-Unis
et aussi en Europe pendant plus que 5 ans. Donc vraiment une belle communauté internationale. Et on aimerait aussi former les étudiants chinois, surtout en sciences et technologies, qui seraient capables de construire une vie plus enrichissante que des techniciens. Et vous enseignez la civilisation française, la francophonie? Oui, en fait, parce que on n'a pas d'étudiants en histoire ou en sciences humaines en général. On n'en a pas. On a juste des étudiants en sciences et technologies. Mais le fondateur de mon université a décidé de ne pas former des outils. Il s'est dit, bon, je pense qu'il est l'heure que les science people comprennent que la science ne peut pas répondre à tous les problèmes qui se posent dans ce monde. Donc, il a décidé de mettre en place des cours de general education du style américain. Donc, moi, par exemple, en 2020, on m'a donné une bonne mission qui est de donner un cours obligatoire pour tous les élèves sur l'histoire des civilisations de l'Égypte à aujourd'hui. Donc, on va parler de votre ouvrage, Les relations Québec-Chine, et vous écrivez que vous voulez éclairer la contribution des acteurs non étatiques ou non gouvernementaux aux relations entre le Québec et la Chine au cours des années 1970, pendant la Révolution culturelle en Chine. Pouvez-vous nous dire qui sont ces acteurs non étatiques que vous abordez dans vos différents chapitres de livres? En gros, il y avait surtout des universitaires anglophones de McGill et aussi francophones, bien sûr, des syndicalistes, en gros, les gens de gauche de l'époque qui se sont inspirés de l'expérience révolutionnaire chinoise. Et aussi des étudiants, des gens qui travaillent dans tous les domaines, pas seulement des activistes. Mais il y avait eu beaucoup de syndicalistes au début, Oui, je crois, oui, dans les voyages organisés. Oui. On va en parler tantôt parce que les voyages, c'est une section importante de votre livre. Mais avant ça, expliquez-nous ce qui vous a motivé à étudier la perception québécoise de cette période de la Révolution culturelle. Est-ce que c'est une période qui vous fascinait ou que vous connaissiez beaucoup ou peu? En fait, je l'ai connue de très très loin parce que mes parents ont vécu cette période. Et aussi, on en parle dans les livres d'histoire. Et c'était quand même une période très marquante pour les Chinois d'aujourd'hui aussi. Mais je l'ai connue de très très loin. Et pourquoi je me suis intéressée à cette période, c'est parce que quand je suis arrivée au Québec, j'ai expliqué aux gens que j'allais faire quelque chose sur les relations entre le Québec et la Chine. Et puis on m'a dit, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et j'ai fouillé un peu dans les archives. Et dans les archives de la Ligue, je suis tombée sur... Ça, c'est la Ligue communiste, marxiste-léniniste du Québec. Oui, c'est ça. Ouais, okay. Ça. Ce fonds d'archives est conservé à l'UQAM. Et je suis tombée sur des rapports de voyage en Chine. Je me suis dit, bon, il y avait des Québécois en Chine pendant cette période-là. Finalement, j'en ai trouvé plein. C'est-à-dire, il y avait plusieurs groupes qui se sont fait inviter par les Chinois pour des voyages en Chine. Donc, c'était mon point de départ. Donc, j'ai décidé de travailler sur ces voyages. Et comment vous expliquez l'engouement au Québec dans ces années-là pour la politique chinoise? Au début des années 60, les indépendantistes et tous les gens progressistes voyaient la Chine comme le grand leader du tiers-monde. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Non, pas tellement, parce que déjà, au début des années 60, la Chine se positionnait comme le centre du tiers-monde et on encourageait aussi toutes les luttes de libération nationale qui se passaient partout à travers le monde. Et c'était hors de question de faire des amis avec des capitalistes, des pays capitalistes. C'était vraiment une période comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à étudier l'histoire du Québec, j'ai appris rapidement ce qui s'est passé au Québec dans les années 60. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose en commun entre ce que la Chine promeut et ce que revendique le Québec aussi, c'est-à-dire la libération nationale et aussi la construction d'une société plus socialiste. Il y a eu donc un changement au Québec, et ça, vous l'avez analysé sans doute, la fin un peu de l'indépendantisme seul. Et là, c'est plus les idéologies socialistes et marxistes qui commencent au début fin des années 60, début 70. Ouais. Et donc, vous avez rencontré les groupes marxistes-léninistes à travers l'ouvrage. Vous en parlez beaucoup. Pouvez-vous nous parler des deux groupes que vous avez abordés parmi les organisations marxistes-léninistes au Québec?
Au fait, déjà, il y a des très bons livres qui sont sortis et qui portent sur ce sujet. Donc, dans mon livre, je les ai analysés surtout dans le cadre des relations entre la Chine et le Québec. Parce que quand les deux groupes sont nés sur le sol québécois, à cette époque-là, je pense que la Chine encourageait encore ce genre de groupe. C'est-à-dire les groupes ML, on les soutenait quand même de loin ou de près. Par exemple, dans les journaux chinois, j'ai trouvé des reportages sur ces deux groupes québécois, mais je pense pas que les gens du groupe En Lutte le savent. Oui. Mais parce que c'est écrit en chinois. Ironiquement, c'est écrit en chinois. C'est dans le quotidien du peuple. Donc, la Vraiment. Chine s'est intéressée à ces groupes-là, évidemment, jusqu'à la mort de Mao. Oui, jusqu'à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de reproductions des lettres de condoléances. Les condoléances, Oui, oui. c'est ça. Et ça a apparu dans le quotidien Oui. chinois, je pense. hein. Oui. Et au moment où il a commencé à y avoir des organisations marxistes-léninistes, la communauté chinoise à Montréal n'était pas du même avis, était plutôt assez traditionnelle et était partagée, en tout cas, sur la question du maoïsme. Moi, Parce que le gouvernement du Canada, ou du Québec, ou du Canada, c'est seulement en 1970 qu'elle reconnaît la République populaire de Chine. Et en 67, lors de l'Expo, c'était pas la Chine communiste qui était là. Moi, c'était la Chine nationaliste. Et ça commence seulement, je pense, aux expositions, vous en parlez dans votre livre, de 72, je crois. Oui. Donc, ça a été un peu plus lent. Mais pendant ces années-là, donc, est-ce qu'il y a une attitude différente entre En Lutte et la Ligue? Parce que vous en parlez assez longuement, la différence entre les deux. Moi, ça m'intéresse parce que j'étais militant à l'époque. Et en lisant votre livre, j'ai vu que vous étiez assez critique vis-à-vis de la Ligue communiste en particulier. C'est pas si j'étais un peu critique dans mon livre par rapport à la Ligue, c'est surtout parce que ils ont eu un impact assez négatif sur le travail d'amitié avec la Chine. C'est un travail auquel ont participé un certain nombre de Québécois ordinaires, c'est-à-dire qui se sont intéressés pour la Chine pour des raisons non politiques. Ça existe toujours, hein, même si on vit dans un monde tellement bipolaire maintenant. Il y en a toujours, hein, ces gens-là, depuis le début des êtres humains. Ça. Donc, vous parlez en fait de la Société Canada-Chine, Oui. qui était dirigée par Denis Lazure, je pense. Pendant une Et certaine il y avait période. donc des militants marxistes-léninistes qui voulaient en prendre le contrôle. Et je pense qu'il y a eu, pas un débat, mais plus que ça, pour essayer d'éviter cette prise de contrôle par une organisation ML. Mais parlez-nous aussi des premiers universitaires qui se sont intéressés à la Chine après le premier voyage de Trudeau en 68 avec Pelletier et d'autres, Madeleine Parent, je pense. Comment ça a commencé, les universitaires, à s'intéresser à la Chine, à McGill? C'est vraiment C'est des médecins? Oui, ce sont des médecins, parce qu'en 1960, le directeur de l'hôpital Royal Victoria a reçu un coup de fil. Il était surpris parce que c'était une tournée je sais pas, d'opéra de Pékin au Canada, chinois, mais qui passait au Canada. Et puis le monsieur lui a dit, bon, on va faire un spectacle chez vous, dans votre hôpital. C'est un ordre de notre président Mao. Mais l'autre lui a fait, mais écoutez, je ne comprends pas. Ben, pourquoi vous faites spécialement un spectacle ici, là, chez nous? Ils ont fini par comprendre qu'il y avait un médecin canadien qui s'appelle Norman Bethune et qui pratiquait chez eux à l'époque. Et là, c'est un personnage connu par tous les Chinois. Les écoliers chinois ont appris par cœur un texte écrit par le président Mao pour rendre hommage à ce médecin qui nous a aidés pendant la guerre sino-japonaise. Et donc, c'est à cause de ça que l'Université McGill a pu établir un programme d'échange avec la Chine en 60. Je pense que à cette époque-là, il n'y en avait pas tant. Et donc, ça a créé des liens privilégiés entre McGill et la Chine. Et donc, plusieurs médecins canadiens de McGill ont pu en profiter pour aller en Chine, effectuer un séjour de quelques mois en Chine. Et puis, à leur retour, ils ont essayé de mettre sur pied un centre d'études est-asiatiques, surtout sur la Chine, en fait, à McGill.
Donc, c'était dans les années 60. C'était quand même avant-gardiste. Vous avez travaillé beaucoup dans les archives de Paul Lynn, qui était le directeur d'un centre d'études est-asiatiques à ce moment-là, je crois. Hein? Oui. Et il y avait le docteur Penfield. Vous parlez du docteur Wilder Penfield, qui était parmi ceux-là. Et d'ailleurs, c'est Paul Lynn qui a invité Han Suu-Yen à l'époque, je pense, à Montréal, et qui était très favorable à la Chine, qui faisait des grands discours. Et vous parlez également de Paul Brennan, qui a commencé à enseigner non seulement à McGill, mais je crois à l'UQAM comme chargé de cours et même au Cégep de Rosemont. Alors, c'est assez intéressant de voir comment ça a commencé, la connaissance de la Chine, et après, c'est allé dans les autres universités. Je pense que vous expliquez très bien le processus. Alors, il y a aussi les voyages, et c'est avec ces premiers universitaires que les voyages ont commencé, les voyages organisés. Puis vous nous en parlez un peu. Je sais que Paul Brennan en a organisé dans ces années-là. Hein? Oui. Est-ce que c'était des grands noms ou de Québécois ou des petits groupes au début? En fait, il y en avait plusieurs. Et par exemple, en 1973, il y avait une délégation de la Confédération des syndicats nationaux. 72, celui-là. 72, ouais, par là, 12 ou 13. Mais finalement, mais je pense que parmi ses membres, il y a des personnes que tu connais, je crois. Ben oui, je pense à l'économiste Louis Gill, au journaliste Louis Fournier. Enfin, il y a beaucoup c'est drôle, il y a beaucoup de militants indépendantistes qui étaient en même temps progressistes et néo-nationalistes et qui deviennent marxistes dans ces années-là. Est-ce que le gouvernement chinois reconnaissait les groupes comme tels, les groupes marxistes-léninistes comme tels? Est-ce qu'il y avait une reconnaissance ou est-ce que les groupes voulaient être reconnus par la Chine? Moi, je dirais que tout dépend de ta définition de la reconnaissance. Est-ce que la reproduction d'une lettre envoyée à un homme d'État chinois dans un journal chinois est peut-être considérée comme une preuve de reconnaissance ou pas? Si on adopte cette définition, les deux groupes ML ont été reconnus par la Chine. Parce que dans les journaux chinois, on peut voir leur nom. Donc, est-ce que c'est une reconnaissance ou bien il faut vraiment recevoir du soutien solide, matériel ou... Je pense que la Ligue voulait être reconnue. En lutte, a été plus critique vis-à-vis certaines politiques chinoises, comme la théorie des trois mondes. Là, on ne rentrera pas dans les détails, mais je pense que En lutte était peut-être suivait moins précisément toute la politique chinoise. Moi, je pense que, à mon goût, je vais dire quelque chose de terrible, à mon goût, le groupe En lutte n'est pas vraiment maoïste, je trouve. C'est ML. Ouais. Mais c'est vraiment une définition assez rigolote au Québec, c'est-à-dire les ML égale Mao. Mais en même temps, c'est pas comme ça partout dans le monde. Et ML, ce n'est pas forcément Mao. Vraiment, les éléments maoïstes dans le groupe dans lutte, c'est pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup finalement, parce que j'ai lu les récits de Charles Gagnon. J'ai vu comment il a organisé ses arguments au début du groupe. Donc, il s'est appuyé sur quelques enseignements de Mao, mais par rapport à ce que disait Lénine, en fait, je pense que la partie Lénine est largement plus grosse que celle portant sur Mao. Oui. Mais la lecture de tous les textes, les principaux textes de Mao, de la pratique et tout ça, c'était quand même des lectures courantes dans ces organisations. Oui. Donc, sur ça, ouais. Il y a une question qui m'a frappé un peu. Vous parlez beaucoup des groupes d'amitié, les groupes d'amitié Canada et Québec. Il y a Canada-Chine et les amitiés Québec-Chine. Il y a eu un conflit entre les deux. Et je ne sais pas trop le rôle de la Chine là-dedans, mais finalement, le groupe d'amitié Québec a été éliminé au profit de la Société Canada-Chine. Est-ce que c'était une politique souhaitée par la Chine? Parce qu'il semble que les dirigeants chinois étaient plus favorables à une seule grande société d'amitié Canada-Chine avec des sections dans les différentes provinces. Il y a eu un débat à l'intérieur de la Société Canada-Chine et j'étais curieux de savoir quelle était la position de la Chine dans ça. Est-ce qu'ils sont intervenus? En fait, je suis quand même historien, donc je parle surtout en
en me basant sur des archives. Oui, oui, oui. Déjà, les amitiés Québec-Chine, j'ai pas trouvé beaucoup d'archives. Il y avait une amie à moi qui m'a aidé à trouver quelques petites traces. Et grâce à ces traces, j'ai restauré un peu l'historique de ce groupe. A priori, je pense pas que ce soit un grand groupe. Donc, les membres fondateurs voyaient surtout le travail d'amitié avec la Chine dans la perspective socialiste. Donc, si on fait ce travail, c'est pour encourager le socialisme au Québec. Donc, c'est pas pour faire c'est pas seulement pour se faire des amis avec les Chinois. Donc, c'est un peu différent de la perspective de la société Canada-Chine qui s'inscrit surtout dans le courant paradiplomatique. C'est-à-dire, pendant cette période-là, en France, en Suisse, il y avait des groupes similaires qui regroupaient des gens intéressés à la Chine pour des raisons très diverses. Donc, pour la société Canada-Chine, tu peux avoir une opinion complètement contre-indépendantiste, mais tu peux quand même être membre de ce groupe-là. Mais la Ligue ne le voulait pas. Donc, ce qui fait qu'au début de l'histoire de la société Canada-Chine, c'était quand même pas mal ouvert. Tu peux être membre si tu es intéressé à la Chine. Mais après l'intervention de la Ligue, après 1976 ou 17, quand ils sont devenus Parti ouvrier, oui, le POC, le Parti ouvrier c'est ça. communiste marxiste-léniniste du Canada. Ouais, ils ont réussi à infiltrer dans le groupe de travail d'amitié, et donc ils ont imposé une ligne de recrutement plus radicale. Ça serait plus des forces locales, si je peux dire, qui auraient éliminé Victor Levent, qui était le dirigeant des Amitiés Québec-Chine. Alors, vous analysez aussi dans votre livre les impressions de voyage de toutes ces personnes qui sont allées en Chine et qui écrivaient des lettres. Est-ce que ça coïncidait? Est-ce que tout le monde à peu près partageait la même admiration? Ou est-ce que... Pouvez-vous nous parler de ces impressions, les récits de voyage, quoi? Et avant de répondre à cette question, je tiens à souligner le fait que les voyages organisés en Chine, pendant cette période-là, c'était pas de vrais voyages. Donc, il y avait beaucoup de démonstrations, des réalisations de la construction du socialisme et tout. Donc, sur le liste. Vous voulez dire de la propagande, quoi? De la propagande sur la construction du socialisme? La propagande, c'est vraiment un mot très péjoratif. Moi, je pense que tous les pays en font. C'est juste que quand il s'agit de la Chine, c'est la propagande. Okay. Alors, donc, c'est juste que... La démonstration une démonstration, de leur disons. réalité. Ouais, c'est ça, parce que quand on dit là, c'est la propagande, ça renvoie à l'actualité. Donc, pour l'instant, je préfère ne pas adopter ce terme-là. Disons une démonstration pour se faire des amis, parce que à ce moment-là, la Chine était quand même très isolée. Si on veut comprendre un phénomène historique, il faut quand même rester aussi neutre que possible. C'est pour ça que je tiens à souligner le fait que les voyages à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec le voyage que tu peux faire maintenant à Shanghai, par exemple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre? Tu fais ce que tu veux. Mais en même temps, il faut quand même que tu te fasses un papier avant d'y aller, je crois. Mais pour les Français... Mais est-ce qu'il y a encore des voyages organisés avec des guides chinois, j'imagine? Mais à moins que tu veux en avoir un. Okay. Ben, tu veux pas, tu peux te balader en plein air comme ça à Shanghai. Pour l'instant, il y en a plein maintenant, des Coréens, des Français. Parce que les Français n'ont plus besoin de visa pour y aller, pour 2 semaines. Donc là, je sais que dans les médias, on en parle autrement, d'une autre manière. Mais ce que je peux te dire, c'est que les voyages des années 70, c'était organisé. C'était bien encadré. OK. Et donc, j'imagine que les Québécois de retour parlaient de ces réalisations. Et si on revient sur les motivations des visiteurs québécois en Chine, vous écrivez que les maoïstes qui vont en Chine, et je cite, « ils y vont moins pour évaluer un pays du tiers-monde que pour s'en inspirer ». Vous écrivez encore que les maoïstes québécois ont tenté en vain d'appliquer un modèle de révolution à un autre type de société et vous écrivez que la Chine n'intéressait pas vraiment ses militants. Pouvez-vous expliquer un peu? Ça me semble assez dur. Il me semble que les gens étaient quand même curieux de découvrir la Chine. C'est juste que je trouve que l'aspect personnel et privé
se trouve pas dans les archives des groupes ML. OK. Peut-être les participants du voyage en Chine des groupes ML, ils avaient un regard aussi privé, personnel, mais ils en parlent pas dans les récits de voyage. OK. Donc je peux pas en savoir. Alors, quels sont les points communs des impressions de voyage des observateurs? Ce que vous avez pu voir dans les documents, dans les textes, Oui. ça se rejoint et c'est Oui, quoi les oui, points communs? bien sûr, jusqu'au point où il y avait des écrivains français qui ont fait un livre pour expliquer ce phénomène. C'est-à-dire, si vous avez la même impression de voyage, je pense que c'était parce que les Chinois voulaient qu'on en ait. Et là, c'était dans les domaines d'éducation des femmes, de santé, etc. Vraiment des domaines qui touchent à la vie quotidienne d'un individu. Est-ce qu'on peut dire que les années fastes du marxisme, c'est, on peut dire avant la mort de Mao, là, les années 75, 76, c'était les années les plus importantes? Oui, oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y avait un tournant en Chine dans les politiques chinoises internes et externes, intérieures et extérieures. Et là, je pense qu'une bonne partie des socialistes ou socialistes démocrates québécois qui s'étaient intéressés à la Chine avant ce tournant-là, ils se sentaient complètement désillusionnés. Autrement dit, ils se sont questionnés sur la vraie nature de la Chine. Est-ce que c'est encore socialiste? Est-ce que ça pourrait continuer à être notre source d'inspiration? Ou il y a eu beaucoup, beaucoup de désenchantement pendant cette période, je crois. Écoutez, Ouchi, on va s'arrêter pour une pause musicale D'accord. et on va entendre, tiré du film The Last Emperor, une musique de Ruchi Sakamoto.
Donc, on revient à votre ouvrage Les relations Québec-Chine. Je suis en présence de Wu-Chi Liu et donc on parle de son ouvrage. Alors, qu'est-ce qui arrive après la mort de Mao en 76, en 1976? Qu'est-ce qui se passe de différent? D'abord, les sociétés, les amitiés, est-ce que ça continue? Le Canada-Chine continue comme avant ou il y a des changements dans l'organisation des voyages? Parlez-nous un peu de ces changements-là. Il y a eu aussi peut-être une nouvelle politique à l'égard des groupes d'amitié. Moi, je dirais que l'année 1977 a été un tournant assez important dans les relations entre le Québec et la Chine parce que 67, vous avez dit? 67, Oui. parce que le gouvernement du Québec a reçu une délégation chinoise à Québec qui était en passage au Québec et le gouvernement du Québec a décidé de le recevoir d'une manière très, très élégante. C'est-à-dire, à ce moment-là, je l'ai lu dans les archives, à ce moment-là, les hauts fonctionnaires du gouvernement du Québec se sont dit, bon, je pense que c'est vraiment un pays géant qu'on ne peut pas ignorer. Bah, si un jour on est sur la scène internationale comme pays indépendant, on doit s'y préparer maintenant, on se fait des amis avec les Chinois, avec des fonctionnaires chinois. Mais maintenant, la question, c'est comment on peut ne pas agacer le gouvernement fédéral. Donc, ils ont essayé de trouver unité. C'est-à-dire, ils ont essayé d'envoyer quelqu'un qui avait déjà fait un séjour en Chine, un Québécois, pour transmettre un message amical aux fonctionnaires chinois en Chine. Après cette délégation, 2 ans plus tard, le gouvernement du Québec a décidé de transmettre un message amical aux fonctionnaires chinois qui travaillaient déjà en Chine, juste pour voir la possibilité d'établir des liens entre la Chine et le Québec. C'était après la mort du président Mao. Et c'est aussi une période pendant laquelle les anciens membres de la Société Canada-Chine se sont interrogés sur la nécessité de poursuivre le travail d'amitié parce que c'est plus un pays socialiste pour eux. Donc, c'est plus la Chine qu'ils aimaient à l'époque. Et parce qu'en Chine, en parallèle, il se passait aussi des choses. Après le décès de Mao, il y a eu beaucoup de conflits à l'intérieur du parti et du pays. Aussi, finalement, 2 ans plus tard, en 1978, Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, ce qui fait que le pays s'est ouvert assez rapidement. Mais comment expliquer l'effondrement du maoïsme qui était, jusqu'à la mort de Mao, c'était dominant. Après ça, il y a eu, je crois, un premier ministre un peu néo-maoïste. Et quand est arrivé le grand changement, le grand virage vers le commerce, ça s'est fait très rapidement. On a accusé la bande des quatre et tout ça en Chine. Et ça a un peu créé le désarroi dans les organisations maoïstes au Canada, je pense. Oui. On peut dire que c'est le début de la fin, même si ces organisations-là ne tombent pas tout de suite, mais ça va prendre quelques années encore. Oui, parce qu'ils ont appuyé leurs revendications locales sur des expériences chinoises. Alors que quand la Chine se remet en question ses propres expériences et où son récit de l'époque, tout le narratif par rapport à la contribution de Mao, c'est sûr que ça a créé beaucoup de bouleversements au sein des groupes maoïstes à l'échelle mondiale, pas juste au Québec. Est-ce que ces groupes maoïstes-là ont contribué d'une certaine façon à ce qu'il y ait une vraie politique gouvernementale d'échange et de reconnaissance? C'est en 70 que le Canada reconnaît la Chine. Quel a été le rôle, par exemple, de Drapeau pour développer des liens avec la Chine? Drapeau, ou l'autre maire qui était au Jardin botanique? Et ça, c'est beaucoup après. Moi, je dirais que M. Drapeau avait un regard très pragmatique sur les relations avec la Chine. C'est-à-dire, je crois que c'est beaucoup plus tard. C'est au début des années 80. Il était question pour Montréal, quelqu'un a proposé d'établir des relations de jumelage avec Shanghai.
Et Montréal n'était pas le choix prioritaire pour Shanghai. Mais finalement, le Québec a bien fait le nécessaire pour que ce soit Montréal qui a été choisi. C'était le Québec qui a pris l'initiative. Et il y a eu des échanges avec la ville de Shanghai. Oui, oui. Ça, c'est en quelle année à peu près? Les deux villes ont été jumelées en 85. Donc, c'est beaucoup plus tard. Oui, en 85. Mais déjà en 80, en fait, M. Drapeau a eu l'excellente idée. Il est vraiment très prévoyant, à mon avis. Hein. Je pense que c'était M. Drapeau qui a pris l'initiative d'aller à l'aéroport pour saluer un diplomate chinois en passage à Montréal avant d'être en poste, d'entrer en poste. Et donc, en 80, quand la Chine a décidé de ne pas participer au Florali à Montréal, M. Drapeau a envoyé une longue lettre à son ancien ami chinois, fonctionnaire, qui était alors en Chine, pour lui dire « Je pense que vous vous souvenez encore de moi et de votre passage à Montréal. La Chine a refusé de participer au Florali, mais je pense que vous devriez réviser cette décision. » Finalement, le monsieur qui était déjà vice-président, je crois, il a écrit à la ville de Shanghai en disant « Bon, je pense qu'on va y aller là. » Donc, il a créé des liens personnels. Oui, oui. Et ça a été très utile pour la suite des choses. Ouais. Sachant que établissant des liens avec le Québec, c'est aussi très, très sensible pour les Chinois. On ne veut pas accasser le gouvernement canadien non plus. Mais quand même, on veut que les liens se développent librement entre les gens et entre les gouvernements aussi, même si c'est un gouvernement provincial pour eux. Comment ça s'est traduit, cette nouvelle politique, après le grand virage commercial? Est-ce que ça a donné des résultats rapidement au Québec ou ça s'est fait très lentement? Aux États-Unis, on reconnaît la Chine en 79 et la Chine, on est heureux de voir que la Chine va bientôt entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on voit la Chine d'un bon œil. C'est une autre perception de la Chine maintenant qui rentre dans le grand jeu de la mondialisation. Est-ce qu'on peut dire ça, que ce virage-là de Deng Xiaoping, Ouais. est-ce que ce virage-là, pour vous, ça marque un élément important, un virage important pour l'avenir? En fait, déjà dans la culture populaire contemporaine, c'est-à-dire actuelle, il y a des traces. Hein. Par exemple, on a une chanson, je pense que si tu demandes un passant dans la rue en Chine, à Shanghai, il ou elle la connaît. C'est quelle? Ouais, j'oublie le titre, mais tout le monde connaît la mélodie et la parole. Hein. On dit, en 1979, il y avait un vieil homme, un vieux monsieur, qui a mis un point à côté de la mer du sud de Chine. C'est la Shenzhen, c'est la zone économique spéciale de Shenzhen. Il a dit, bon, à partir de cette zone-là, on va développer notre économie. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point de départ pour la construction d'une Chine nouvelle, disons, plus ouverte au capitalisme aussi, au monde extérieur. Donc, c'est considéré comme un point tournant pour les Chinois. Donc, si quelque chose s'inscrit dans la culture populaire, ça veut dire que ça a des traces assez marquantes sur la population. Est-ce qu'on peut dire que c'est une période d'accélération de l'industrialisation? Oui. À partir de cette période-là, c'est sûr qu'il commençait à avoir des gens qui travaillaient à l'époque dans les secteurs publics et qui ont décidé de se lancer dans le commerce. On appelle ça se plonger dans la mer, pour dire, ouais, c'est ça, se lancer dans le commerce. Puis il y a eu beaucoup d'industries nord-américaines qui sont allées en Chine à ce moment-là? Oui, ça commençait à partir de cette période. Pour vous, c'est combien d'années à peu près cette période d'industrialisation qui est vue d'une façon très positive par tout le monde? On est très heureux que la Chine participe aux échanges internationaux, mais ma sous-question, c'est est-ce qu'on a mal évalué? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont vu ça peut-être à l'époque de façon très positive? Et ça l'était certainement, puisque ça a permis l'industrialisation de la Chine.
Mais pendant combien d'années cette politique-là a duré, où on a vu avec sympathie là, se développer l'industrialisation chinoise? Mais je pense que c'est encore en cours. L'industrialisation se Ouais, poursuit, ouais. mais la perception a changé. On ne voit plus la Chine comme on la voyait dans les années 70, comme le leader du tiers-monde. On a maintenant une autre perception. À quel moment ça a commencé, la perception, je dirais, nord-américaine, où on voit plutôt une superpuissance qui se développe et qui est en rivalité avec la puissance américaine? Moi, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question, hein, parce que quand on parle des perceptions C'est plus complexe. nord-américaines, alors il faut demander aux Nord-Américains à partir de quel moment vous commencez à voyer la Chine comme une menace. En fait, moi, je suis pas spécialiste de cette question, mais ça me dérange pas de partager avec vous mon point de vue. Moi, je dirais que quand j'étais jeune, c'est-à-dire au début des années 90, j'étais enfant, quoi. Et j'ai été très émerveillée par la culture américaine. Et c'était un événement pour moi d'aller manger pour la première fois chez McDo. J'étais contente. J'étais super contente. J'adorais la série télé américaine. Je voulais vivre comme une famille de la classe moyenne américaine avec 2 ou 3 enfants dans une grande maison. Et j'aimerais éduquer mes enfants d'une manière américaine aussi. Donc c'était vraiment, je pense que je suis pas la seule, hein. C'est vraiment une période aussi pendant laquelle on s'émerveillait devant les États-Unis, l'American Dream. Et là, je te dis que j'adore toujours une télésérie qui s'appelle Les Pékinois à New York. Ah oui? Je pense que c'était très connu déjà à l'époque. Et j'adore surtout la chanson, en fait. On disait, je cours derrière toi et je te suis pendant des kilomètres, et tu me regardes même pas. Et on a fait beaucoup d'interprétations de ces chansons. Et puis après, on dit, toi, tu es toujours toi, mais moi, je suis plus moi. On raconte surtout les immigrés chinois qui ont décidé d'aller aux États-Unis pour bâtir une autre vie, mais tout leur ressenti là-bas, c'est-à-dire moi, le American Dream, c'est merveilleux pour les Chinois à cette époque-là, en fait, dans les années 90. Mais là, vous me regardez même pas. C'est-à-dire, ils se sentaient peut-être rejetés par je sais pas quoi, sur place. Et finalement, ils ont perdu leur identité, ils l'ont retrouvée d'une certaine manière. C'était très complexe, mais c'est très beau comme ressenti. Ça montre comment les Chinois se sentaient devant les États-Unis dans les années 90. C'était pas du tout la haine, hein. Donc, vous dites que cette perception positive des États-Unis s'est prolongée jusqu'au 21e siècle? Oui, j'avais des copains, toujours des élèves qui voulaient et qui veulent aller étudier aux EDA. Mais, mais je pense pas que ce soit si facile pour eux, surtout pour les gens en sciences et technologies. Mais ça se poursuit. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Je trouve que cette admiration pour un autre, que ce soit la Chine ou les États-Unis, ça existe toujours au sein de la population. Malgré tout ce qu'on raconte dans les médias, ça existe toujours. Il faut laisser les gens faire leur choix. Il faut pas que les opinions soient uniformes. Il y a encore beaucoup d'échanges et de collaborations, comme entre universitaires ou entre... Est-ce que ça existe encore au 21e siècle? Parce que ce qu'on voit dans les médias, je vais vous le dire un peu, peut-être bien placé, parce que je lis beaucoup ce qu'on écrit sur la Chine aujourd'hui. Et moi, j'étais militant, j'avais une toute autre vision dans les années 70, hein, mais là, j'ai 80 ans, donc je trouve que maintenant, on voit plutôt la Chine comme une menace. Premièrement, le développement de la marine, sa présence dans la mer de Chine qui menace Taïwan. Ça, on nous montre régulièrement ça. On nous montre aussi peut-être une alliance avec la Russie qui est loin d'être sympathique à l'Europe avec ce qui se passe en Ukraine. On nous montre bref, avec les routes de la soie du dernier président depuis 2012, je crois, là, avec cet immense réseau de routes de chemin de fer qui s'étend vers l'ouest, on voit ça un peu de façon moins peut-être positive qu'on le voyait au début.
Et on voit ça plutôt comme une menace pour la superpuissance américaine. Et nous, on en subit aussi les effets là, aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui vient d'apparaître cette semaine qui dit que pour la première fois, la Chine est vue comme beaucoup plus sympathique que les États-Unis. Alors, il y a donc un regain d'intérêt pour la Chine au Québec, alors que depuis longtemps, on voyait plutôt, les journaux en tout cas nous donnaient une image beaucoup plus noire de la Chine. Est-ce que ces réalités-là, comment on doit les évaluer? Est-ce que c'est exagéré dans la presse occidentale ou il y a vraiment, par exemple, le rapprochement entre la Russie et la Chine, c'est quand même de notoriété publique. Et ça, c'est perçu comme menaçant pour l'Occident, non? Ouais, moi je trouve que ce qui est vraiment étonnant pour moi, c'est que maintenant, on est quand même en 2025. Mais je dirais qu'ici, euh, c'est plus possible d'avoir ses propres opinions sur la Chine. Quand tu dis que la Chine a aussi des côtés positifs, t'es fou. Mais c'est plus possible, hein, parce que il y a une opinion, c'est que la Chine, c'est une menace. Est-ce que tu y es déjà allé? Est-ce que ça te tente d'y aller pour voir? Oh bon, bah, j'ose pas. Bah, je sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Bon, bah, je trouve que dans les années 60 et 70, c'était pas comme ça. Il y avait, ils se sentent dupés par les Chinois, des participants au voyage. En même temps, je pense pas, hein, parce que quand on s'intéresse à un pays ou à une culture, c'est que de notre côté, il y a un intérêt, il y a une motivation aussi de connaître l'autre. Et là, moi, je trouve que maintenant, c'est très important d'avoir ses propres opinions. C'est-à-dire, tu peux voir un pays qui a des stratégies étatiques avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tu peux, bien sûr, tu vas avoir des opinions. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est pas très sage d'avoir un discours de haine ou de peur par rapport à la Chine et aux Chinois. Ça sert vraiment pas à grand-chose, à mon avis. Vous avez, dans l'enseignement, j'imagine, parlé un peu de ce qui se passe dans le monde. Vous parlez de la francophonie, de la France, etc. C'est quoi les réactions de vos étudiants par rapport à l'Amérique, par exemple, ou l'Ouest en général, le monde occidental en général? Il y a une curiosité, un intérêt? En fait, je te remercie vraiment pour cette question. C'est comme j'en profite pour pour vous présenter un peu les jeunes Chinois, les jeunes Chinois qu'on peut croiser dans la rue, hein, pas des élites qu'on voit nulle part. En fait, j'ai quand même beaucoup d'étudiants, disons, et dans mon cours, j'essaie toujours de montrer à eux l'importance d'aller au-delà des préjugés, des jugements, des mépris, etc. J'ai dit, bon, on a quand même une histoire moderne pas très jolie. On a été colonisés, ce que beaucoup d'Occidentaux ne savent pas, vraiment colonisés par les Occidentaux. Oui, oui. À Shanghai, tu vois même des concessions. Maintenant, hein, il y avait des concessions, mais les noms restent. La concession française. Et dans ma province, il y en a aussi. On a été colonisés par les Allemands. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands ne voulaient plus redonner ce territoire aux Chinois. Ils en ont donné aux Japonais. Bon. Et donc, voilà. Il y a même un film qui s'appelle 1919, en fait, qui porte sur la Chine après la Première Guerre mondiale. En tout cas, je dis malgré tout cela, moi, je pense que c'est plus intéressant de les connaître. On commence par les connaître, par où ils sont passés, quelles sont leurs histoires. Et leur mentalité, ça sort tout, en fait. Quelles sont leurs origines? On commence par les connaître, sans les juger. Et puis là, après, on pourrait avoir nos propres opinions sur le monde. Tu es chinois, en même temps, tu es plus que ça. Tu peux avoir des opinions des choses. Et puis, je conçois des examens. Et là, les examens changent tous les ans, mais je garde toujours précieusement une question. Je dis, tu es chinois, en tant que chinois, face au mépris, face aux préjugés, des stéréotypes, qu'est-ce que tu vas faire?
Là, je reçois toutes sortes de réponses, comme je vais prendre le temps de leur expliquer que c'était pas ça, si c'est juste un stéréotype. Si c'est un mépris ou un jugement qu'on ne change pas, bon, bah, dans ce cas-là, je vais me défendre ou je m'en vais vers ce genre de réponse. Mais j'ai eu une excellente réponse cette année qui m'a fait réfléchir à moi aussi. Mon étudiant m'a dit, c'est un garçon, il a dit, au fait, je vais m'expliquer, je vais être patient avec eux, mais en même temps, je trouve que on a besoin de ça. Les jugements, la peur, la haine, l'opposition, tout ça, on en a besoin parce que c'est comme ça qu'on se définit. Ça a vraiment été. J'ai eu un frisson en lisant cette réponse, c'est-à-dire si on se met à l'opposition de quelque chose, que ce soit un pays ou quelqu'un, c'est peut-être aussi parce que tu te définis par cette opposition. Et là, est-ce qu'on peut enlever ça, ce besoin? J'ai plus besoin de cette opposition pour me définir. J'ai des points communs avec les Chinois, des Japonais. Et maintenant, on va vraiment créer une communauté internationale pour discuter de tout ça. Moi, je te rappelle que les Américains n'étaient pas très collaboratifs dans les organisations internationales non Ils plus. n'étaient pas Hein. pour le multilatéralisme. Non, hein, c'était pas nous qui avons fait ça. Je dis, bon, ça va être une étape. On va commencer par les connaître. Ben, je suis content de savoir que vous êtes optimiste. On va essayer de le partager. Et je suis très heureux que votre livre ait pu être publié aussi rapidement. Alors, on doit bientôt mettre fin à l'entretien. Alors, je voudrais vous remercier pour votre intervention et j'invite nos auditeurs et auditrices à lire votre ouvrage « Les relations Québec-Chine à l'heure de la Révolution tranquille » de Mme Wu-Chi Liu et c'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Et je vous souhaite un bon séjour, une fin de séjour à Montréal et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler au micro à une prochaine occasion. Alors, bon voyage, bon retour. Merci beaucoup. Un Chinois reste dans ma rue, vieux Chinois qui courbe les chines. On ne l'a pas très souvent vu, mais tout autour de sa maison, il y a un mur de Chine. Ce Chinois, c'est un Robinson. Sa maison, c'est son île. Il vit, il meurt à sa façon, à l'abri des petits polissons qui ne savent même pas ce que c'est que la Chine. Vieux Chinois, tu courbes le dos. Quel est donc ton fardeau? Est-ce l'exil que tu portes sur ton dos? Soir et matin, mon vieux Chinois, quand il fait sa prière, est-ce que Monsieur Bouddha l'entend du plus profond de l'Orient, perdu dans ses chimères? La vie là-bas a bien changé, mais la Chine est la même, millénaire et désenchantée, inaccessible et tourmentée. Derrière sa muraille, vieux Chinois, tu te souviens de Nankin, de Pékin, de Canton, de Suzhou, de chez vous. Moi je me souviens des petits Chinois à 25 sous la pièce. Étaient-ce des petits enfants que j'achetais à ce prix-là, le cœur plein d'allégresse. Mais que sont-ils donc devenus dans leur terre lointaine, ces enfants qui marchent pieds nus la longue marche du salut, avec Mao en tête? Viens Mao, je te salue, un Chinois dans ma rue t'envoie le bonjour Mao et s'incline.
j'imagine dans les vers de Mao Tse-tung, hommes et femmes, arbres et fleurs, à travers brumes et bruines. Quant aux Chinois, moi j'ai le mien, dans ma rue bien tranquille, un Chinois qui va et qui vient à petits pas soir et matin, comme on le fait en Chine. Mais il reste l'étranger dans un décor empesé, les yeux mi-clos pour mieux rêver à la Chine. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.